D'abord, bonjour. Un grand bonjour aux lecteurs de la revue Le Courrier du Maghreb et de l'Orient. Disons la victoire d'Ennahda en 2011, Ennahda, littéralement traduit la Renaissance, s'explique par le fait que déjà, ils ont misé sur l'islamité du Tunisien. Je m'explique. Le Tunisien, il est partagé entre plusieurs références identitaires. Tant religieuses, bon, on a une religion dominante, c'est l'islam, mais aussi il y a des juifs et des chrétiens, et non religieux. Il y a une référence géographique, tant appartenant tant à la Méditerranée, au Nord-Afrique, le Maghreb ou à l'Afrique, et des références idéologiques, des nationalistes arabes, des social-démocrates et des communistes. C'est ce qu'on appelle, ou ce que Michel Dobril appelle, la multidimensionnalité de l'identité personnelle. Ainsi, les islamistes, ils ont misé sur cette islamité-là, en fait, qui a été considérée pour eux tant marginalisée tant par l'ancien régime de Ben Ali que le régime de Bourguiba. Ainsi, ils ont joué sur un outil incontournable, qui était la victimisation, puisque beaucoup de leurs leaders politiques, ils ont été opprimés par l'ancien régime. Et donc, sans oublier que Ennahda reste l'un des partis les plus anciens et les plus structurés de la scène politique tunisienne. Cela relève de la morale communautaire islamique, ou s'explique par la morale communautaire islamique que basée sur la centralisation systématique de l'autorité. Après de nombreux échecs, le parti Ennahda fut sanctionné lors des élections de 2014, parce qu'il est venu deuxième. Une sanction théorique, puisque dans la pratique, il n'a rien perdu en fait de ses forces. Et déjà, ils ont fait un compromis avec le parti gagnant Nidé Tounes, ça c'est de un. Et de 2, l'effritement de ce dernier n'a fait que renforcer la place et la position du parti Ennahda au sein du siège de l'Assemblée des représentants du peuple. Quand vous me dites la Tunisie, c'est le seul pays laïque arabe. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Déjà parce que l'article 6 stipule que l'État protège la religion. Et donc, on parle là du sécularisme. En plus de l'article 1, l'article 1er de la Constitution qui dit, bon, si on ne sait pas déjà si l'islam c'est la religion de l'État, et là, des lois islamiques peuvent en découler, ou si l'islam c'est la religion de la Tunisie. Il ne fait que décrire une situation actuelle, et donc aucune norme juridique ne peut en découler. L'article 74 aussi, il stipule que le président doit être de confession musulmane. C'est-à-dire un juif ou un chrétien ou un non-religieux ne peut pas être président. Alors on est encore loin de la laïcité. D'accord. D'abord, personnellement, j'adhère totalement à ces réformes-là, considérées comme des réformes révolutionnaires dans une société encore accablée par des impositions et des restrictions tant culturelles que religieuses. Mais cela reste qu'un projet élaboré par la Commission des libertés individuelles et de l'égalité. Et donc maintenant, c'est au rôle de l'Assemblée des représentants du peuple de voter ce projet-là. En ce qui concerne votre question, laissez-moi vous dire que parmi les choses qui ont fait la différence en Tunisie par rapport aux autres pays dits du printemps, entre guillemets, arabes, c'est la société civile tunisienne qui a constitué une opposition et un contrepoids face aux islamistes, et d'ailleurs, elle demeure encore. Bien que Ennahda soit le parti le plus structuré et le plus fort, il ne demeure pas seul dans le paysage social et politique en Tunisie. Heureusement, et je dis bien heureusement, la révolution a créé
une jeune génération libérée, assoiffée de liberté, prônant les valeurs universelles des droits de l'homme et de la démocratie. Une génération libérée des carcans de la religion et des vieilles mœurs qui pèsent lourdement sur notre société. Et donc, l'avenir de la Tunisie repose sur cette génération-là qui s'agrandit de plus en plus, voulant une Tunisie tolérante, conciliée avec elle-même et voulant surtout une société émancipée. Bon, déjà, on ne peut pas parler de pronostic dans une société qui traverse une transition démocratique. Parce que les transitions démocratiques sont considérées comme des situations de fluidité politique. C'est un terme aussi que j'ai employé de Michel Dobry. C'est-à-dire que les rapports sociopolitiques, ils sont en changement perpétuel. Mais ce qu'on peut tirer des élections municipales, c'est la montée déjà des indépendants. Ce qui traduit, bien évidemment, le désaveu des citoyens tunisiens envers la classe politique en général et spécialement envers le parti Ennahda et Nidé Tounes. Que malgré le faible taux de participation aux élections, Ennahda reste le premier parti en Tunisie, car, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est le plus organisé et le plus structuré. Ce qui signifie que Ennahda, probablement, elle peut être première, comme elle peut être deuxième, comme elle peut être totalement hors ces deux premiers-là. Jusqu'à nouvel ordre. Hein. Enfin, on peut dire que pour qu'on n'entende plus parler de Ennahda, c'est quand lorsque cette nouvelle génération dont je vous ai parlé s'agrandit de plus en plus et qu'à son tour, elle produit une autre génération plus libérée, plus assoiffée de liberté. Et c'est là qu'on pourrait parler d'une révolution, d'une vraie révolution, c'est-à-dire une révolution intellectuelle qui changera la mentalité du Tunisien et la manière dont le Tunisien pense. Et c'est que cela qu'on commencera à parler de la décadence d'Ennahda.